Et on va donc parler de ces commémorations et de voir ce qui a changé en matière de sécurité depuis ces attentats qui avaient sidéré la France. C'est la BRI qui avait donné l'assaut au Bataclan, la brigade de recherche et d'intervention qui fête ses 60 ans. Deux de ses anciens chefs témoignent dans un livre et dans ce journal. Bonsoir René-Georges Kéry, soyez le bienvenu sur TV5 Monde, ancien patron de la BRI, donc unité de la coordination de la lutte antiterroriste. Avec nous également Claude Cancès, merci d'être avec nous. Vous aussi, vous avez été à la tête de la BRI et vous avez été directeur régional de la police judiciaire de Paris. Alors ce livre, le voici, BRI, les patrons de l'anti-gang se mettent à table. C'est avec le commissaire divisionnaire Simon Rondet qui a été à la tête de la BRI et tous ces chefs encore vivants, avec aussi des hommages à celles et ceux qui nous ont quittés. Pour la première fois, donc, les chefs de l'anti-gang racontent l'unité. René-Georges Kéry, on commence avec vous. C'était en 1964, donc la naissance de la BRI. À l'époque, pourquoi créer cette unité ? À l'époque, la France connaissait une vague, et notamment à Paris, de banditisme absolument extraordinaire. Les gens allaient servir dans les banques n'étaient pas protégées comme aujourd'hui. Et puis, la preuve était difficile à apporter pour interpeller quand on interpellait les braqueurs. Donc, la solution, c'était de les interpeller en flagrant délit. Donc, l'objectif était d'identifier des braqueurs d'habitude, parce que quand un type fait un braquage, il en fait 15-20 derrière lui, donc on les repérait, ils étaient repérés, et on a créé ce service qui faisait des filatures, des surveillances, pour agir juste après le braquage. On laissait les types braquer, et ils étaient interpellés dans les minutes ou les heures qui suivaient le braquage. Alors ça, c'est une des spécificités importantes, vous le disiez. Si on prend flagrant délit, ça veut dire qu'il y a du travail de renseignement en amont, vous l'avez dit, de filature. Pour le commun des mortels, c'est vrai que la BRI, ce sont des hommes costauds, musclés, en cagoule, tout habillés de noir et qui donnent l'assaut, c'est toujours spectaculaire. C'est bien plus que cela, c'est ce qui fait la spécificité de la BRI. Alors, costaud et musclé, je ne sais pas, mais surtout des gens qui ont les nerfs solides, c'est ça le plus important. Il faut rester calme. Et la BRI de l'époque, c'était un service où il fallait effectivement avoir les renseignements. On faisait des écoutes téléphoniques, on avait des informateurs, on faisait les filatures pour interpeller à chaud. Aujourd'hui, la criminalité a radicalement changé. Le banditisme n'existe quasiment plus. Les deux vrais sujets prioritaires aujourd'hui, ce sont le trafic de drogue, on a vu récemment le gouvernement prendre des mesures, et bien évidemment le terrorisme, avec la notion d'intervention. Donc, BRI, c'est brigade de recherche, c'est tout ce qui est filature, renseignement, et intervention, le saut de dessus, l'interpellation flagrant délit. Il est vrai que dans le domaine de l'intervention, on a fait des progrès. On voit aujourd'hui les équipements qu'utilisent les policiers pour intervenir au Bataclan. Il fallait quand même avoir du matériel. Claude Cancès, je vous pose la question, pourquoi selon vous la BRI est unique en son genre ? Écoutez, François Lemoine, qui a été l'initiateur de ce service, est parti de deux idées principales. Au lieu de partir du crime pour aller vers le criminel, on surveille les criminels potentiels, les braqueurs essentiellement, et on les arrête en flagrant délit, comme vient de le dire Claude Kéry. Et deuxième idée importante, plus de paperasserie au sein du service de la BRI. On arrête, un petit rapport et on met à disposition de notre service. Vous savez, cette idée, elle est encore présente dans tous les esprits des flics de France. Ils se plaignent tous de la complexité des procédures, des difficultés pour amener les voyous qu'on arrête devant la justice. Ça, c'est très, très important. Et François Lemoine, il mérite d'être son nom mérite d'être au fronton du 36 que les a fait. Vous, Claude Cancès, en 1983, vous vous retrouvez responsable d'un dispositif pour contrer le fameux gang des postiches. Et le 14 janvier 1986, on est rue du Docteur Blanche. Et il y a votre alter ego de la BRB, Brigade de répression du banditisme, qui déclenche une fusillade mortelle. À votre grande dame, l'inspecteur de police de la BRI, Jean Vrins, est tué. Pourquoi je vous reparle de cet épisode de votre carrière ? Parce que parfois on s'y perd. BRI, BRB, RAID. Pourquoi autant de forces spéciales dans la police française ? On voit que parfois, il y a des querelles, des ratés, des rivalités. Alors, le raté essentiellement dans cette affaire vient du fait que deux services travaillaient sur le terrain, sur ces opérations on appelait les opérations plan-ballon. C'est ce gang des postiches qui descendait dans les banques, cassait les coffres, il restait parfois 1 heure, même 2 heures, et deux services sur
ces mêmes objectifs, ce n'était pas une bonne chose. Alors, vous mettez en cause le patron de la BRB, le responsable du dispositif, c'était pas Merck, c'était Cancès. Et j'assume la totalité de cette affaire qui s'est mal terminée, puisqu'on a perdu un inspecteur. Et rien de plus terrible dans la vie d'un flic et d'un responsable lorsqu'il a un gars sur le terrain qui est tué. J'ai connu ça aussi quelques années plus tôt avec l'ambassade d'Irak et la mort de mon ami Jacques Capella. Donc, cette affaire aurait pu être une réussite extraordinaire. Elle a été un échec parce qu'on a perdu un de nos hommes. Et mon adjoint à l'époque, Jean-Pierre Biraud, a été blessé. Un miracle qui s'en soit sorti puisqu'il a pris une balle sur la tête, une balle en 7 ans. René-Georges Kéry, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des négociateurs à la BRI comme il y en a au RAID? Alors aujourd'hui, oui. À mon époque, moi c'était dans les années 80-85, il n'y avait pas de négociation. On improvisait quand il y avait des prises d'otages. On installait une ligne téléphonique. Je me souviens d'une prise d'otage où je négociais avec le preneur d'otages depuis la boulangerie qui était en face de l'endroit où se passait la prise d'otage. Enfin, tout ça, c'était empirique. Aujourd'hui, oui, à la BRI, au RAID, dans tous les groupes d'intervention, il y a des gens qui sont spécialisés dans la négociation avec des psychologues pour essayer de capter ou de capturer l'âme et la volonté de celui qui prend les gens en otage. Si je vous dis Jacques Messrine? Ah, bah Jacques Messrine, c'est pas la première fois qu'on m'en parle, je vous le cache pas. Messrine, alors je suis la dernière personne que Messrine a pu voir de son vivant, puisque c'est moi qui l'ai braqué, je l'ai coincé sur sa droite. Quand il était coincé il y avait un camion, le fameux camion avec les tireurs devant lui. Moi, je suis arrivé sur la droite. Je suis sorti de voiture, je l'ai braqué, il m'a vu. Il a lâché le volant pour prendre grenade ou revolver, on ne le saura jamais. Et les policiers qui étaient dans le camion ont ouvert le feu. On est le 2 novembre 1979, il y a tout juste 45 ans, hein, c'était le 2 novembre dernier, les 45 ans. On est porte de Clignancourt à Paris. Est-ce que vous avez vu le film de Richet, L'instinct de mort, où Vincent Cassel joue le rôle de Messrine? Vous l'avez vu? Oui, il est vous en avez pensé parties. Quoi? Alors, d'une façon générale, je trouve que c'est un bon film. Il y a un côté... il présente bien Messrine dans sa violence, je trouve, y compris dans la violence qu'il exerçait à l'égard de ses épouses. Il a été marié 3 fois, où il a vécu avec 3 femmes différentes, et il les frappait régulièrement. C'était un alcoolique, il n'était pas tendre avec... je le signale parce que Messrine le romantique... Justement, je vous pose la question, parce que vous parlez de champagne, parfois on voit, enfin d'alcool en tout cas, on le voit un moment trinqué, avec il y a beaucoup de légendes, vous dites attention, c'est... Non mais c'est un fou furieux. Il était alcoolique, il était paranoïaque, il était extrêmement violent. Il avait enlevé un journaliste de 2 minutes, il l'avait emmené avec son copain Boer en grande banlieue, ils l'ont torturé, humilié, déshabillé, pour ensuite lui mettre 2 balles dans la peau, ils l'ont laissé pour mort. Dieu merci, il s'en est sorti miraculeusement, mais pour en revenir au film de Richet, sa violence apparaît bien. La seule chose qui me gêne, c'est la dernière scène, où on voit une main avec un revolver qui lui met une balle dans la tempe. Il n'a jamais eu de coup de grâce. Il est mort dès les premières rafales. Voilà pour vos, entre guillemets, faits d'armes, si on peut dire à tous les deux. J'aimerais évidemment, ce 13 novembre, que l'on parle de cette série d'attentats inédites qui avait sidéré la France. 13 novembre 2015, 21h56, 2 policiers de la BAC Nuit de Paris entrent dans le Bataclan. Dès le début du massacre, avant l'arrivée de vos services, la BRI, ils ont tué l'un des 3 terroristes avant 22h et leur action a stoppé la tuerie de masse. Je me pose cette question, Claude Cancès. Pourquoi ça a sidéré au fond même les services de sécurité, cette série d'attentats, et notamment la prise d'otage du Bataclan? Écoutez, pour le Bataclan, je veux dire tout de suite que les 2 intervenants, le patron de la BAC, était en patrouille, place de la République, avec un brigadier. Ils sont intervenus comme intervient police secours plusieurs fois par jour et par nuit, 24 heures sur 24. D'ailleurs, ils pensaient que c'était au départ des rivalités entre bandes au Bataclan. Pardon? Ils pensaient d'ailleurs au début, pour confirmer ce que vous dites, les 2 fonctionnaires de la BAC, que c'était une rixe entre bandes rivales au Bataclan. Ils entendent sur le trafic radio fusillade au Bataclan. Ils arrivent, ils pénètrent dans les lieux, se trouvent face à un terroriste, ils l'abattent. Et là, je vais citer, puisque vous avez la gentillesse d'évoquer le livre de la BRI, je cite Christophe Molny, qui dit concernant cette intervention: ils sont intervenus avec un courage remarquable, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, en tuant le premier terroriste, ils ont fait cesser les meurtres. Je suis heureux que vous citiez ces collègues-là ce soir, parce qu'on ne leur a pas suffisamment rendu hommage, à mon avis.
Ouais, une réaction sur peut-être sur d'abord ces deux policiers et sur l'intervention rapide, hein, il n'est pas question ici de vous encenser, mais 22h15, c'est quoi? C'est 18 minutes, à peine 20 minutes après vos collègues de la BAC. Alors tout d'abord, évidemment, cette intervention absolument unique et exceptionnelle de ce commissaire de police qui, en neutralisant un terrorisme, met un terme au massacre. Et puis ensuite, intervention de la BRI. Les deux autres terroristes prennent une vingtaine d'otages et se réfugient au premier étage du Bataclan. Et la BRI progresse petit à petit, libère tous les otages et finalement achève, enfin pas achève, mais neutralise, on va utiliser un euphémisme, les deux terroristes restants. Mais pourquoi c'est inédit cette attaque? Parce qu'au fond, elle est quasiment... c'est un groupe paramilitaire en fait, hein, en face. La difficulté... Vos armes, vous n'avez peut-être sans doute même pas la BRI, ces armes-là. Hein. Je regardais les armes dont vous disposiez, des grenades, des armes automatiques, vous en avez sans doute, j'imagine. Mais en face, c'est un groupe paramilitaire. Oui, mais surtout, ce sont des gens qui ont envie de mourir. Le vrai sujet dans la lutte contre le terrorisme islamiste, c'est qu'on a en face de soi des individus qui sont prêts à mourir. C'est-à-dire, quand on se bat contre le banditisme classique, si les types, au moment de l'arrestation, voient qu'ils sont faits comme des rats, ils vont pas ouvrir le feu, ils préfèrent aller en prison, profiter de la vie et repartir en sortant de prison. Tandis que là, on a affaire à des individus qui veulent mourir, pour qui la mort. C'est ça la difficulté. Il y a d'ailleurs un gilet qui explose hein, lorsqu'un des policiers de la BAC lui tire dessus. Hein. Absolument. Oui. Allez-y, poursuivez. Oui. Et cette affaire-là, cette affaire du Bataclan, qui est une affaire absolument unique, exceptionnelle, évidemment, on ne peut que penser aux victimes de cet attentat, est à mettre également au même niveau que Human Bomb avec le RAID, quand le RAID a neutralisé... Alors ça, c'est dans une école à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne. À Neuilly-sur-Seine, où il a sauvé, le collègue qui est rentré a sauvé 6 enfants. Et puis, rendons hommage aussi à nos amis gendarmes, avec l'Airbus en décembre 1994, à Marignane, quand ils ont donné l'assaut. Contre le GIA algérien. Tous les otages sont libérés, tous les otages sont vivants. Ce sont quand même des situations uniques. Claude Cancès, qu'est-ce qui a changé depuis ces attentats, selon vous, en matière de sécurité? On imagine que la BRI, notamment, a dû revoir énormément de choses. C'est évident que la police technique et scientifique, les progrès en matière d'armement, vous savez, à l'époque, le Jogueris s'en souvient bien, on sortait à poil. On allait sur les prises d'otages, on avait un gilet pare-balles et point final. On était vraiment équipés comme au Moyen-Âge. Et là, maintenant, quand on voit les conditions dans lesquelles travaillent nos collègues, c'est quand même, ça fait du bien. Et puis, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est la mentalité. On a retrouvé, il y a quelques jours, avec les 60 ans de la BRI, des flics tels qu'on les a connus, les mentir à point, la même mentalité, la même détermination, la même cohésion, la même solidarité, des gens formidables. Est-ce qu'il nous reste 30 secondes? Est-ce qu'il y a des femmes qui entrent aujourd'hui à la BRI? Alors, la numéro 3 de la BRI est une femme. Désormais. Merci beaucoup René-Georges Quérier. Merci à vous Claude Cancès d'avoir répondu à nos questions. Donc en ce 13 novembre, j'allais dire vendredi parce que c'était un vendredi 13 novembre, nous sommes mercredi. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau en ce jour de commémoration.